Géostratégie. Votre rendez-vous hebdomadaire pour tout comprendre sur la politique du monde. Nos spécialistes analysent l'actualité politique du moment et opinent sur les crises et conflits majeurs de notre époque. Géostratégie, c'est tous les vendredis à 15h10. Rediffusion samedi à 18h avec Gédéon Vegba. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Géostratégie. Au menu, le procès pour viol d'Ousmane Sonko, renvoyé au 23 mai 2023. L'opposant sénégalais était absent au procès qui l'oppose à Adissa mardi dernier. Les employés d'un salon de massage qui affirment avoir été violés et menacés de mort. Ousmane Sonko a donc décidé d'ignorer la convocation des juges, instrumentalisée selon lui. Mais l'un de ses avocats, Maître Cheikh Ba, explique l'absence de son client à l'ouverture du procès par un problème de convocation et parce qu'il a craint pour sa sécurité. À la veille du procès, des affrontements ont été enregistrés à Ziguinchor, fief de l'opposant. Les autorités ont fait état de 3 morts dans les incidents. Et pendant ce temps, en France, la condamnation en appel de l'ancien président français Nicolas Sarkozy a été rendue publique. Cette semaine, Nicolas Sarkozy a été condamné en appel à 3 ans de prison, dont 1 an ferme. Et ce mercredi, une sanction inédite pour un ancien président français. Son avocate a annoncé qu'il allait former un pouvoir en cassation. Nicolas Sarkozy devra purger sa peine en cas de confirmation en cassation sous bracelet électronique. Il est accusé de corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. L'ancien chef de l'État, 68 ans, a écouté la décision assis sur le banc des prévenus, la mâchoire serrée. Il est ressorti de la salle d'audience sans faire de déclaration, fustigeant une décision stupéfiante, inique et injuste. Nicolas Sarkozy est le premier ancien président condamné à de la prison ferme. Son ancien mentor Jacques Chirac s'étant vu infliger en 2011 2 ans de prison avec sursis dans le dossier des emplois fictifs à la mairie de Paris. Et si le temps nous le permet, nous dirions un mot sur le sommet du G7 qui se déroule actuellement à Hiroshima au Japon, avec au centre la guerre en Ukraine et le retour sur la scène internationale du président syrien Bachar el-Assad, invité au sommet de la Ligue arabe à Jeddah en Arabie Saoudite. Et en studio pour m'aider à analyser tous ces sujets, je reçois Père Arnaud-Éric Aguenonon. Il est philosophe politique, écrivain essayiste, analyste politique et aussi spécialiste des relations internationales. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Vegba. Et à l'autre bout des ondes, Mohamedou Oumfa, il est journaliste multimédia au service français de la Voix de l'Amérique à Washington. Vous êtes Camerounais d'origine et un spécialiste des relations internationales. Bonjour chers confrères et amis. Salut Gédéon, salut à tous vos auditeurs. C'est un plaisir de participer à cet échange. Il fait quelle heure à Washington, la capitale fédérale des États-Unis? Il est actuellement 10h14. Merci à vous et merci de participer à cette émission. Et c'est parti pour le thème du jour. Géostratégie. Le thème du jour. Et le thème du jour est consacré à la condamnation en appel de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Et nous plantons le décor avec cet élément réalisé par nos confrères français. En sortant de la salle d'audience, Nicolas Sarkozy n'adresse pas un mot aux journalistes. L'ancien chef de l'État vient de voir sa culpabilité pour des faits de corruption et de trafic d'influence confirmés par la Cour d'appel. C'est la première fois qu'un ex-président est condamné pour de tels faits, avec, en outre, une interdiction des droits civiques, ce qui rend Nicolas Sarkozy inéligible pendant 3 ans. Une condamnation inacceptable, selon son avocate. Cette décision-là me semble stupéfiante. Elle est critiquable, contestable, en droit, en fait. Et nous ne lâcherons pas ce combat-là, qui est un combat juste, face à une décision particulièrement inique et injuste. Merci beaucoup. Nicolas Sarkozy va se pourvoir en cassation. En attendant, il ne sera donc pas obligé de porter son bracelet électronique. La Cour d'appel l'a jugé coupable d'avoir utilisé son avocat et ami Thierry Herzog, ainsi que le haut magistrat Gilbert Azibert, pour obtenir des informations sur une enquête en cours.
En contrepartie, il aurait appuyé la candidature du même Azibert pour un poste à Monaco. Pour la présidente de la Cour d'appel, Nicolas Sarkozy avait le devoir d'être un citoyen respectueux de la loi. Or, il s'est servi de son ancien statut de président de la République pour servir son intérêt personnel. Le juge Azibert ainsi que Thierry Herzog écopent eux aussi de 3 ans de prison avec sursis, dont 1 an ferme. Nicolas Sarkozy est loin d'en avoir fini avec la justice. Condamné à 1 an de prison ferme dans l'affaire Big Malion pour financement illégal de sa campagne de 2012, il sera jugé en appel en novembre prochain. Autre dossier en cours, le financement d'une partie de sa campagne de 2017 par la Libye. Le parquet national financier vient de requérir son renvoi en correctionnel. En revanche, dans l'affaire Bettencourt, Nicolas Sarkozy a bénéficié d'un non-lieu alors qu'il était poursuivi pour abus de faiblesse et trafic d'influence. Père Ricano Aguenounon, vous avez suivi cet élément. L'ancien président français Nicolas Sarkozy est condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme. Quelles leçons tirez-vous de ce procès? D'abord, c'est un long procès qui a débuté il y a un moment. Mais ce long procès a été intéressant parce que ça montre en fait une certaine vitalité de la justice française. Pouvoir poursuivre un chef d'État, c'est rare sous nos cieux. Un ancien chef d'État, c'est rare sous nos cieux. Ailleurs, surtout sous les tropiques, des chefs d'État ont beaucoup de choses qu'on leur reproche, mais aucune justice n'oserait aller juste là. Deuxième chose, c'est que je remarque que durant tout ce temps, il n'est pas allé physiquement en prison. Et quand on voit ici, sous les tropiques, facilement on jette des hommes politiques, des opposants en prison pour telle chose, on peut dire qu'on peut procéder autrement. Mais troisième chose, ce qui est curieux, c'est que la peine n'est pas une peine d'emprisonnement physique, mais pourtant ça fait mal. Parce que on lui arrache ses droits d'éligibilité pendant 3 années. C'est quelque chose de marquant et c'est symbolique. Et puis toutes les autres affaires qui restent et qui vont venir. Je crois que c'est un exemple de justice indépendante, mais c'est aussi un exemple peut-être d'une justice qui veut prendre la revanche sur un ancien chef d'État. Il faut voir aussi la chose dans ce sens. Et puis, enfin, donner la preuve que cette justice peut aussi, après, attaquer celui qui est là actuellement. Alors, Mouhamadou Moufa, vous êtes à Washington. Vous avez suivi également l'élément qui vient d'être diffusé. Alors, dites-moi si la justice française est vraiment indépendante, puisque l'ancien président Nicolas Sarkozy accuse les juges d'être instrumentalisés. Oui, Gédéon, je crois que la justice montre là effectivement son indépendance, puisqu'elle a mené le procès. Il a fallu du temps, évidemment, pour mener tout ce procès, mais elle a pris son temps. On sait que la justice a son temps, et elle a rendu son verdict, un verdict. On a d'ailleurs suivi pendant le procès les échanges, les écoutes entre Nicolas Sarkozy et son avocat. Donc il y a des éléments suffisants pour montrer que Nicolas Sarkozy a tenté de corrompre M. Azibert, en lui promettant effectivement, comme le disait le confrère, un poste à Monaco. Donc il y a des éléments concrets qui montrent la culpabilité de Nicolas Sarkozy. Évidemment, en cassation, certainement il y aura un autre débat sur la légalité des écoutes phoniques. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, la justice, elle est indépendante, d'autant plus que Nicolas Sarkozy est proche de l'actuel président. On se serait peut-être attendu à ce que le président interfère dans les affaires de justice pour protéger Nicolas Sarkozy, mais cela n'a pas été le cas. Et l'autre élément qui me fait dire que la justice est indépendante, c'est que Nicolas Sarkozy n'est pas le premier homme politique à être condamné. L'ancien président Jacques Chirac avait été condamné dans le cadre des emplois fictifs à la mairie de Paris. Mais pas à des prisons fermes, prison avec sursis, je veux dire. À des peines de prison avec sursis. Avec sursis, oui, absolument. Mais il n'empêche que des condamnations tout de même, parce que évidemment ces condamnations-là sont souvent accompagnées
de déchéance des droits civiques pendant un certain nombre de temps. Et puis c'est déjà une humiliation quand même pour un ancien président qui a été au sommet de l'État, d'être ainsi traîné devant la justice et d'être frappé de condamnation. Ce n'est pas un plaisir. Donc la justice française l'a toujours montré. Lorsque vous exercez le pouvoir à un certain niveau, il faut être exemplaire parce qu'après vous allez répondre de vos responsabilités. Donc sur ce point-là, la justice est exemplaire. Et je crois que c'est aussi un message pour nos dirigeants africains de dire que quand vous êtes au pouvoir, il faut gérer de façon équitable, conformément à la loi, parce qu'après vous pouvez être poursuivi par la justice. Même si cela pose évidemment un autre problème, c'est le fait que nos hommes politiques s'accrochent au pouvoir parce qu'ils veulent justement éviter, après le pouvoir, de subir de telles humiliations. Imaginez Nicolas Sarkozy, si la cassation confirme ce verdict, alors il devra porter un bracelet électronique pendant 1 an. Vous imaginez ce que cela représente comme humiliation pour quelqu'un qui a dirigé le pays. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de leçons à tirer et Nicolas Sarkozy n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Vous savez que c'est un homme, d'ailleurs il a reconnu dans le livre qu'il a publié, Le temps des tempêtes, il a reconnu que les tempêtes sont dans sa nature et quelque part aussi il y a quand même une volonté de l'écarter un peu du jeu politique. Il faut savoir que Nicolas Sarkozy a toujours tenté de revenir. C'est quelqu'un qui n'a jamais caché son ambition de reprendre la main sur son parti. Et donc, c'est une condamnation, évidemment, qui arrange beaucoup de monde. Merci à vous. Et on revient en studio ici. Père Anno-Éric Aguenounon, Nicolas Sarkozy a beaucoup de dossiers judiciaires en cours. Est-ce qu'on peut estimer que la condamnation en cassation est inévitable? Bon, il faut déjà qu'on en arrive là, à ce procès-là, en cassation, et attendre la plaidoirie de ses avocats, de ses avocats, comment ils vont refaire le dossier, et puis d'ici là, on peut voir, mais en l'état des choses, vu ce verdict qui est tombé, on peut aller vers le port du bracelet électronique du moins. Et puis politiquement, c'est un procès aussi qui va permettre de fragiliser la droite française, de sceller définitivement peut-être son retour en politique parce que il a peut-être encore des ambitions. Il a peut-être manifesté clairement. Et je crois que ce qu'il a essayé de faire, c'est de faire un mea culpa avec beaucoup de diplomatie, de tact. Il a essayé aussi de mieux toucher le cœur des Français, surtout le cœur de la droite française, en montrant quel genre de chef d'État il a été, les difficultés qu'il a rencontrées, d'où la sortie de son livre. Mais au-delà de tout ça, beaucoup se souviennent de l'homme qu'il a été, du chef d'État qu'il a été, un chef d'État assez dur et assez rigoureux et surpuissant. Et ça n'a rien à voir avec le président Macron d'aujourd'hui que nous voyons et qui est, à la différence du président Sarkozy, discute, il est ouvert au débat, il échange, mais il se fait gifler par un gamin, même si, bon, dans le fait, il tient à ses idées. Donc, le président Sarkozy, il est en situation difficile, en situation de fragilité, et les prochains jours, les prochains mois, nous le dirons. Et puis, les autres dossiers aussi sont là. Si ce dossier avance et aboutit, ça va réveiller encore les autres dossiers. Et en justice, c'est comme ça. Quand un dossier marche, l'autre juge va dire, ah oui, j'avais ceci, j'avais tel dossier, et puis voilà. Et ces juges-là, ils auront certainement une belle promotion. Mohamedou Oumfa, quelle suite de carrière on peut entrevoir à Nicolas Sarkozy? Bon, disons que Nicolas Sarkozy, c'est un battant, c'est un combattant. C'est un homme qui, comme il le dit dans son livre, les crises sont consubstantielles à sa carrière. C'est un homme qui est habitué à se battre. Il s'est battu contre son mentor Jacques Chirac. Il s'est battu pour devenir président de la République et son mandat n'a pas été de tout repos. Il a dû ferrailler et puis il a été battu par... il a été battu, donc il a perdu le pouvoir, mais malgré cela, il a continué, il a essayé de revenir, puisqu'il a été candidat aux primaires,
il a été battu évidemment, mais il n'a jamais cessé de dire qu'il allait continuer à faire de la politique, même si ce n'est pas pour revenir au sommet de l'État, mais il va continuer à se battre. Donc on a déjà cette certitude-là qu'il ne va pas lâcher prise, et je crois d'ailleurs que l'un des arguments qu'il va utiliser, c'est le fait qu'il est victime d'une persécution et qu'il va essayer de trouver cela comme ressource. C'est d'ailleurs le cas ici aux États-Unis avec Donald Trump qui a beaucoup d'affaires pendantes et donc qui s'en sert pour expliquer qu'effectivement il est victime d'une fatwa judiciaire et politique et que il y a un système qui se dresse contre lui. Donc je crois que Nicolas Sarkozy va se battre, mais cela ne va pas être facile parce que non seulement en cassation, il sera encore jugé, il y a l'affaire du financement libyen de sa campagne, il y a donc d'autres dossiers, la justice va continuer à faire son travail et je crois que, comme le disait votre invité en studio, les magistrats, une fois que Nicolas Sarkozy est condamné comme cela, des magistrats qui parfois redoutaient un peu son influence, ses réseaux et tout cela, ils vont se dire que bon voilà, l'opportunité est venue pour l'ancien président de s'expliquer. Donc sa carrière politique est quelque peu compromise par ces affaires-là, mais il faut savoir que c'est un homme qui va montrer sa détermination jusqu'au bout et peut-être que cela va lui coûter gros parce que avec ces condamnations-là, vous savez que les anciens présidents, au-delà des avantages constitutionnels et légaux, ils sont souvent consultants, ils sont appelés un peu partout dans le monde, mais plus il est condamné, et avec ces affaires-là, il ne pourra plus se mouvoir, il ne pourra plus être un VRP. On l'a vu récemment dans certains palais africains, en Côte d'Ivoire et ailleurs, où il était sollicité pour les missions de bons offices, mais avec les tâches judiciaires qui s'accumulent sur lui, sur son image et tout cela, je crois que même en Afrique, et tous ceux qui le sollicitaient vont être de plus en plus discrets, et donc ça peut déteindre sur sa carrière, même du point de vue de ses activités extra-politiques. Merci à vous, Mohamedou Moufa. Père Anno Eric Aguenounon, une suite de carrière sombre pour Nicolas Sarkozy ou carrément une fin de carrière politique, vous pensez? Tout est encore possible. Pourquoi je le dis? Des anciens chefs d'État comme celui-là, vu la personnalité, ce qu'ils représentent, ils ont beaucoup de réseaux autour d'eux. Beaucoup de réseaux. Et c'est des réseaux qui sont formés comme des îlots. Et ces réseaux vont redoubler d'ardeur pour l'aider en ces périodes difficiles. À rebondir? À rebondir. En ces périodes difficiles, des réseaux vont l'aider. Surtout les réseaux auxquels il ne pensait même pas. Ils vont l'aider parce qu'il y a des enjeux. Les enjeux, c'est quoi? Quand un chef de guerre est en danger comme ça, un chef d'État ou un chef de guerre? Oui, je parle au sens figuré. Voilà. Quand un ancien chef d'État est en danger comme ça, mais ses réseaux se réveillent, ses amis se réveillent, parce que en l'aidant, en retour, eux, ils auront des dividendes. Vous imaginez Sarkozy qui vous donne un numéro ou bien qui vous recommande à tel endroit, mais c'est possible. Des amis vont l'aider, ça c'est sûr. Il va pas se retrouver seul. L'autre chose, c'est que Sarkozy a toute une école autour de lui. On ne s'imagine pas, mais il a une école. C'est le temps pour lui de passer la main à d'autres personnes et de ne plus être toujours en ligne de mire. Parce que la ligne de mire a des problèmes, a aussi des faiblesses. Et puis, ce qui lui est reproché, on parle d'influence. Si celui-là a influencé un juge, c'est parce qu'il est influent. Et là, c'est ce qu'on sait de lui. Il a peut-être influencé de nombreuses autres personnes qu'on ne sait pas. Et s'il est capable de faire ça, il est capable d'influencer tout un régime ailleurs. Et donc, je crois que dans ces conditions, il aura aussi le soutien de beaucoup de personnes. Mais en termes d'avenir politique clair en France, je ne sais pas ce qui va être clairement son avenir politique parce que avec son échec, c'est vrai que la droite va prendre un coup, mais surtout que ça ouvre le boulevard à d'autres personnes. Et les sarkozystes vont peut-être faire profil bas pour que d'autres personnes émergent. Mais en matière des affaires, en matière de consulting ou d'autres choses, c'est pas sûr que son image serait ternie si
il s'agit des personnes comme lui qui ont des casseroles comme ça qui l'appellent. Alors, Mohamedou Oumfa, pour finir sur ce sujet, est-ce que vous pensez que cette condamnation aura des impacts sur l'actuel président Emmanuel Macron, dont Nicolas Sarkozy est très proche? Impact politique, je veux dire. Hein. Disons que Emmanuel Macron montre là qu'il laisse la justice travailler en toute indépendance, du moins. C'est l'image que cette condamnation présente, puisqu'on se serait attendu à ce que le président Macron use de son influence, de son entre-gens pour bloquer ces affaires-là, tout au moins influencer la justice, puisque on dit le pouvoir judiciaire est indépendant en France, mais il y a quand même des couloirs possibles. D'ailleurs, cette affaire le montre très bien. On parle d'influence, on parle d'écoute qui ont montré que Nicolas Sarkozy a influencé le juge Azibert. Donc, je crois que d'un point de vue de l'opinion publique, ça montre très bien que Emmanuel Macron n'a pas tenté d'influencer la justice pour aider Sarkozy, dont il est proche, comme vous le rappelez bien. Maintenant, d'un point de vue politique pur, on peut dire que il n'y a pas vraiment d'influence directe parce que Emmanuel Macron a fort à faire déjà avec la réforme des retraites qui reste en travers la gorge des syndicats et de plusieurs partis de l'opposition. Et il faut dire que même sur le plan international, Emmanuel Macron a très bien montré que la France reste un petit joueur sur la scène internationale avec la crise en Ukraine, puisque on voit que c'est les États-Unis et d'autres puissances qui mènent la danse. Et d'ailleurs, il y a eu des tensions avec les Américains après les propos du président Macron concernant Taïwan, où M. Macron a déclaré qu'il n'était pas obligé de s'aligner sur la position des États-Unis. Or, c'est des alliés traditionnels. C'est un axe international, l'axe occidental, qui date de très longtemps. Donc, pas d'impact politique direct parce que Macron a déjà lui-même ses problèmes. Mais je crois que pour l'image, c'est très bien que la justice fasse son travail en toute indépendance, sans influence. Et c'est d'ailleurs ce qu'on reproche à Sarkozy. Donc, peut-être sur ce point, c'est un bon point pour Emmanuel Macron, mais politiquement, il n'y aura pas nécessairement d'impact parce que Emmanuel Macron est un peu à équidistance entre la gauche et la droite, et donc il espère toujours mobiliser des soutiens, que ce soit chez les libéraux ou alors dans le camp opposé. Merci à vous, Mohamedou Oumfa. Vous êtes en direct depuis Washington et on va marquer une pause avant de retrouver le second sujet. Et on revient en studio pour parler cette fois-ci du Sénégal, à quelques mois de la présidentielle. La tension politique est à son comble dans le pays. On a eu cette semaine le procès pour viol d'Ousmane Sonko renvoyé au 23 mai. L'opposant sénégalais était absent au procès qui l'oppose à Adji Sarr mardi dernier, l'ex-employé d'un salon de massage qui affirme avoir été violé et menacé de mort. Ousmane Sonko a donc décidé d'ignorer la convocation des juges, instrumentalisée selon lui. Père Anno-Éric Aguenounon, ce procès, oui, vous le suivez de près, j'imagine. Alors, une analyse globale de ce procès qui ébranle pratiquement le Sénégal aujourd'hui. Je crois que on l'a déjà analysé un peu sur ce plateau en disant que c'est un procès politique parce que c'est un personnage politique qui est le sujet de cette affaire. Il souhaite être candidat aux élections présidentielles. Il a un fief important, il a de la popularité. Et donc tout cela rassemblé, c'est une chance ou c'est un profit, c'est un intérêt pour le régime en place s'il est condamné. Ils auront un boulevard, d'où le caractère politique de ce procès-là. Et puis, en règle générale, il faut savoir que vu le profil de celui-là, le régime en place gagnerait à ce qu'il soit vraiment condamné. Parce que s'il est condamné, le boulevard se crée, mais aussi c'est donner un fouet à toute cette population qui le soutient et qui l'accompagne. Et c'est aussi pour essouffler
ce combat-là, parce qu'il est endurant, on va l'essouffler et puis le faire essouffler aussi ses partisans. Mohamedou Mfa, le procès d'Ousmane Sonko est renvoyé au 23 mai. Vous voyez un procès électrique mardi prochain? Oui, évidemment, ce sera électrique parce que on s'attend déjà à voir si Ousmane Sonko va se présenter, puisqu'il a Ziguinchor et le procès a lieu à Dakar. Ses avocats ont promis de le convaincre de se rendre à Dakar pour répondre à la convocation des juges, mais Ousmane Sonko, comme vous l'avez d'ailleurs appelé, ne souhaite plus participer parce qu'il pense que la justice est instrumentalisée. Et donc, il reste la possibilité à la justice de procéder par une contrainte par corps, c'est-à-dire aller le chercher, d'envoyer les éléments de la force publique, aller le chercher, ce qui serait explosif parce que il y a à Ziguinchor qui est son fief, il est d'ailleurs maire de Ziguinchor, et là-bas il y a une mobilisation extraordinaire des jeunes qui croient en lui et qui ne laisseront pas faire parce que on se rappelle d'ailleurs que il y a quelques mois, c'est d'ailleurs l'arrestation d'Ousmane Sonko qui avait provoqué des émeutes. La situation avait failli dégénérer. Donc c'est extrêmement explosif. Si on va le chercher avec la force publique, maintenant est-ce qu'il va se présenter? Espérons que oui, ne serait-ce que parce que en tant qu'aspirant à la présidence de la République, il doit montrer qu'il respecte les institutions de son pays, même s'il pense que ces institutions sont instrumentalisées. Ce serait bien qu'il montre que il est un homme politique responsable, voilà. Mais je pense quand même que, contrairement à ce que votre invité pense, ce sera difficile d'ouvrir un boulevard pour le régime. Parce que, à mon avis, je crois qu'ils essayent de réussir avec Sonko, ce qu'ils ont réussi avec Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, ce qu'ils ont aussi réussi avec Karim Wade, le fils de l'ancien président. Ils ont réussi à les neutraliser politiquement face aux affaires judiciaires. Mais je crois que la différence avec Sonko, c'est que Sonko bénéficie en quelque sorte d'une virginité politique parce que les autres étaient dans le système. Karim Wade est le fils de l'ancien président, il était ministre tout-puissant. Khalifa Sall était un homme du système. L'autre, lui, il était un inspecteur des impôts, évidemment. Il a démissionné parce qu'il était en rupture avec le système. Et aujourd'hui, il se positionne clairement comme un opposant farouche. Et donc, il y a une frange de jeunes qui estiment qu'il porte très bien son combat parce qu'il est en rupture non seulement avec le régime en place, le système, mais aussi parce qu'il a un discours quelque peu conforme, parce qu'aujourd'hui, il y a une jeunesse africaine qui pense que la France, l'Occident, ne fait plus l'affaire en Afrique et que Ousmane Sonko se positionne un peu comme l'homme qui veut diversifier les partenariats, s'éloigner un peu de ces copinages avec la France-Afrique et tout ce système qui existe depuis l'indépendance. Donc, je crois que ce serait une très grave erreur de multiplier les procès contre Ousmane Sonko et puis Macky Sall montre par là qu'il veut se débarrasser d'un adversaire. Or, lui-même, j'ai l'impression qu'il n'a pas tiré assez les leçons, peut-être c'est l'ivresse du pouvoir ou je ne sais pas quoi, mais il n'a pas tiré les leçons de l'histoire récente du Sénégal avec Abdou Diouf qui a perdu le pouvoir au profit d'Abdoulaye Wade et Abdoulaye Wade lui-même qui a perdu le pouvoir au profit de justement Macky Sall qui était entré en rupture avec son mentor et qui avait dû d'ailleurs faire face à beaucoup de difficultés, mais qui a quand même réussi. Donc, et les Sénégalais, parce que le Sénégal, on le dira jamais assez, le Sénégal est un exemple, est une vitrine démocratique en Afrique. Vous faites bien d'aborder Mohamedou Mfa. Voilà, les élections sont assez bien organisées et que il y a de très fortes chances que Macky Sall, s'il persiste, et même s'il se présente, il y a très peu de chances qu'il puisse l'emporter. Je n'ai pas contre Ousmane Sonko. Je crois qu'il y a l'opposition va former un bloc contre lui. Merci à vous, Mohamedou Mfa. On revient en studio. Père Ano-Éric Aguenounon. Le président Macky Sall tend la main à l'opposition et pendant ce temps, il y a un procès qui se déroule, ou des procès, je vais même dire. Il y a plusieurs procès qui sont en instance contre des membres de l'opposition. Est-ce que cette main tendue du président Macky Sall sera saisie, vous pensez, par l'opposition qui, d'ailleurs même, ne réagit pas encore? En fait, il y a des rapports de force qui sont en jeu. Et
Sonko bénéficie de ces rapports de force-là parce que il est jeune, il a derrière lui une bonne frange de la population. La preuve, il est dans son fief de Ziguinchor et voilà. Et donc, je disais tantôt que ce procès politique tente de l'écarter pour que le régime en place ait un boulevard. Et si vraiment la justice l'écarte, il pourrait y avoir un chaos au plan sociétal, au plan de l'électorat, mais au plan juridique et au plan du logiciel politique et du logiciel des élections sur un boulevard. Parce que chez nous, il y a un logiciel pour gagner les élections. Tout le monde le sait. Et s'il lui quitte, ce sera un boulevard de ce point de vue-là. Mais ça va créer un chaos dans le pays, beaucoup de soulèvements, tout ça. Mais cette opposition à qui on tend la main, c'est peut-être l'opposition modérée. C'est peut-être l'opposition qui n'a pas assez d'électorat et qui n'a pas d'ampleur. En un mot, l'opposition qui n'est pas dans le rapport de force vis-à-vis du pouvoir. Je ne sais pas si cette opposition va accepter la main tendue. Et je ne sais pas quel est le lien étroit, le lien franc et sincère entre Sonko et cette opposition-là. Ça, je n'en sais rien. Mais si vraiment cette opposition accepte la main tendue et se rallie à l'ennemi de Sonko, l'histoire retiendra cela. Et eux, ils seront en difficulté des années plus tard, parce que en politique, l'histoire est fidèle. Et dans ce sens, je pense que le pouvoir en place gagnerait plutôt à resserrer ses rangs et à rester dans une ligne plus loyale que cette ligne déloyale-là. Mohamedou Oumfa, est-ce que les risques d'une élimination de la course de Ousmane Sonko, est-ce que ces risques sont évidents aujourd'hui, vu qu'il a déjà été condamné dans un procès pour diffamation, et un autre procès qui va s'ouvrir mardi prochain pour viol et autres. Est-ce qu'on peut dire que ces multiples procès auront pour conséquence d'arrêter la carrière politique de Ousmane Sonko? Disons que la carrière politique de Sonko, d'ailleurs, il faut rappeler que Sonko a 48 ans, donc son avenir est devant lui, contrairement à un certain nombre d'acteurs politiques sénégalais. Moi, je crois que c'est ici que doivent intervenir les guides religieux, les sages sénégalais, pour entamer une médiation et montrer à Macky Sall que ce serait extrêmement dangereux pour la stabilité du pays de multiplier, de continuer avec ces affaires. Parce que clairement, il s'agit d'affaires politiques. C'est vrai. On peut dire que Ousmane Sonko a des choses à se reprocher, notamment avec cette affaire de viol, parce que les salons de massage et tout cela, c'est des lieux, on sait très bien ce qui se passe, et la femme, peut-être qu'ils ont eu des aventures et tout cela, donc elle est confiante, mais elle est instrumentalisée certainement par des hommes politiques qui s'en servent d'elle pour abattre politiquement Ousmane Sonko. Mais il n'est pas dans l'intérêt des hommes politiques sénégalais, notamment du président Macky Sall, d'écarter Ousmane Sonko. Je crois que Macky Sall lui-même, il sait très bien que Abdoulaye Wade avait essayé de l'écarter au profit de son fils Karim Wade. Ça n'a pas marché. Les Sénégalais ne vont clairement pas l'accepter. J'ai du mal à imaginer le président actuel se présenter et gagner une élection vu le contexte. Hein? On a l'ancienne première ministre qui aujourd'hui est clairement en rupture. On a Idrissa Seck, un poids lourd de la politique sénégalaise aujourd'hui et qui ne cache pas ses ambitions de revenir. Il aura contre lui certainement le camp Wade, avec le fils qui est toujours en difficulté et le père qui évidemment ne va pas l'embrasser, y compris l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, que je mentionnais plus tôt. Donc il y a toute une classe politique qui va se liguer contre le président Macky Sall, et il faut voir le rapport de force sur le terrain. Macky Sall et Ousmane Sonko, je voulais dire, est extrêmement soutenu, parce que quand vous voyez la mobilisation derrière lui, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui a de la bouteille. Et il faut savoir que les hommes politiques aussi savent lire le contexte. Ils savent lire les rapports de force
ils savent aujourd'hui que qui se met contre Sonko se met à dos une bonne partie de la population. Donc, Ousmane Sonko, dans l'immédiat, il se pourrait qu'effectivement les condamnations soient confirmées et que son éligibilité soit remise en cause, mais comme je disais, il n'a que 48 ans. S'il n'est pas président lors de la prochaine élection présidentielle, il peut très bien collaborer avec celui qui sera élu, parce qu'il faut savoir que celui qui sera élu aura besoin de quelqu'un comme Sonko qui est très populaire et qui a des idées novatrices. Donc, Ousmane Sonko peut très bien intégrer l'appareil après la prochaine élection présidentielle et revenir plus tard comme président de la République. Donc, son avenir dans l'immédiat peut être compromis au risque d'une déflagration sociale, parce qu'on voit tous ces jeunes qui sont déterminés à porter Ousmane Sonko vers les cimes du pouvoir, mais je crois que la justice aussi, quelquefois la justice, il y a le droit, mais aussi il y a la stabilité qu'il faut prendre en compte, parce que à quoi ça sert de donner raison à une masseuse qui certainement a eu d'autres aventures et qui aujourd'hui est instrumentalisée, et dans le même temps plonger le pays dans le chaos. Donc je crois que c'est pour conclure, je disais que les chefs religieux, d'ailleurs c'est un pays connu pour cela, c'est-à-dire que les chefs religieux ont une influence très importante, et je crois que c'est le moment pour eux d'entrer en scène et de ramener la paix, d'appuyer les partis qui s'opposent. Le Sénégal reste une stabilité comme il a toujours été, et plutôt de se concentrer sur la résolution de la crise en Casamance et surtout de faire barrière au terrorisme qui commence à gangréner la région. Merci Mohamedou Oumfa. On revient au studio. Père Anoeri Kagenounon. Alors que doit faire Macky Sall pour éviter le chaos au Sénégal? Je partirai de l'image que je voulais donner tout à l'heure sur un chef de guerre qui est en danger. Le soldat le plus inconnu, que lui-même ne connaît pas, mais qui est dans son armée, tous ceux-là vont se mobiliser pour le défendre. Ce sera le cas de Sonko. Dans le pays, partout, des jeunes vont se réveiller, des jeunes vont se mobiliser. Le pays sera ingouvernable, le pays sera en tension, en surtension. Et donc, si Macky Sall n'est pas humble, il n'accepterait pas. S'il tient coûte que coûte à gagner les élections, il doit passer forcément par cette crise-là, en comptant sur le logiciel qu'il a. Parce qu'en Afrique, il y a un logiciel qui permet à ce que, quand vous êtes au pouvoir, c'est vous qui gagnez. Vous avez tout l'appareil possible, tout ça là. Mais par contre, on peut gagner et avoir un pays difficile à gérer. Et quand on a... Si vous permettez... Mohamedou Oumfa, oui. Je suis pas vraiment d'accord parce que, je le rappelais, Abdoulaye Wade a perdu les élections, on l'a vu. Et avant lui, Abdou Diouf avait perdu les élections. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler que il y a quelques mois de cela, le président Macky Sall a perdu la majorité au Parlement. Donc, je crois que il y a ce logiciel, c'est vrai, surtout chez nous en Afrique centrale, où le sortant ne perd pas les élections. Mais je crois qu'en Afrique de l'Ouest, et précisément au Sénégal, je crois que la tradition démocratique veut que les élections soient à peu près transparentes et que la mobilisation soit contre celui qui a le pouvoir, surtout s'il persécute ses opposants. Merci pour cette précision. Je pense que cette tradition-là, quelqu'un peut venir en découdre. On a vu d'autres pays en Afrique de l'Ouest qui ont cassé cette tradition-là. Je voudrais pas donner d'exemple, mais il y a une crise qui s'annonce. Si Macky Sall, qui est acteur du jeu, s'il s'entêtait, mais si il est ouvert et qu'il est psychologiquement prêt à perdre le pouvoir, à le céder à un autre, ça aussi, c'est autre chose. Rapidement, je reste avec vous, Père Anoeri Kagenounon. On va parler rapidement, en quelques secondes, du sommet du G7 qui se tient à Hiroshima, au Japon. La guerre en Ukraine est au centre de ce sommet. Est-ce qu'on peut espérer des résolutions qui vont permettre de ramener la paix? Bon, je sais que la Russie est membre du G7. Je sais pas. G8 plutôt, puisque c'est G7 plus la Russie qui fait le G8. Oui. Le G7 plus la Russie, G8. Mais je pense que
dans le G7, il doit y avoir forcément des alliés de la Russie et je crois que cela peut peser dans les résolutions. Si ces alliés mettent le veto pour dire non, on doit défendre la Russie, continuer la guerre, on en est encore pour plusieurs mois, pourquoi pas des années. Mohamedou Oumfa, rapidement sur le sommet du G7 qui se tient à Hiroshima au Japon. Est-ce qu'on peut entrevoir une fin de guerre en Ukraine avec les conclusions de ce sommet? Non, absolument pas. Je crois que c'est plutôt un sommet qui risque d'envenimer les choses parce que qu'est-ce que M. Zelensky va y faire? Il va solliciter des moyens militaires parce que vous le savez certainement, et il le dit d'ailleurs depuis longtemps, l'Ukraine prépare une contre-offensive dans quelques semaines. Donc il va chercher des moyens militaires et je crois que les États-Unis, la Russie d'ailleurs, qui ne participera pas, du moins le président Vladimir Poutine, qui a été condamné. D'ailleurs, un mandat d'arrêt a été lancé contre lui. Il ne prendra pas part au sommet. Donc, il y a un bloc occidental qui s'organise et ce sommet du G7 est d'ailleurs l'occasion de renforcer ce bloc autour du soutien de l'Ukraine. Et c'est d'ailleurs pourquoi le président Zelensky a été invité. Donc, moi, je crois que c'est plutôt un sommet. Une précision, si vous permettez, Mohamedou Oumfa. À moins que... Si vous le permettez, bien sûr, Mohamedou Oumfa, Volodymyr Zelensky est invité plutôt au sommet de la Ligue arabe à Jeddah, en Arabie Saoudite, et non du côté de Hiroshima au Japon. Non, il y sera au sommet du G7. Je crois d'ailleurs qu'il est arrivé, il est déjà arrivé, mais il est attendu au sommet du G7. Et voilà. Et d'ailleurs, il y a une déclaration commune qui a été publiée dès vendredi et donc dès aujourd'hui entre les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, bref, tous ces pays-là qui ont annoncé des mesures pour priver la Russie des technologies, des équipements et des services du G7 qui soutiennent son entreprise guerrière. Donc, je crois que le G7 a déjà donné le ton pour montrer que, évidemment, ils allaient condamner ce qu'ils appellent l'invasion de la Russie, ce qui n'est pas exactement le cas, mais bon, le narratif occidental. Mais Zelensky, effectivement, il est attendu. Il y est déjà, où il sera bientôt. Il va chercher du soutien et je crois que les États-Unis vont y aller pour soutenir cette position qui est de soutenir davantage l'Ukraine dans son offensive qui est annoncée. Donc, en clair, pas d'arrêt des hostilités pour le moment? Non, je n'entrevois pas d'arrêt d'hostilité parce que je crois que la bataille de Bakhmout bat son plein en Ukraine et la Russie n'est pas prête à céder les territoires qu'elle a eu à conquise ces derniers temps. Je crois que c'est même là l'un des obstacles, c'est-à-dire que la Russie peut arrêter la guerre en ce moment-ci, mais à condition qu'on lui cède, ou du moins que les territoires conquis ces derniers temps soient dirigés par des pro-russes. Or, je pense que Zelensky ne va pas l'accepter. Lui, il prépare sa contre-offensive et il y sera, j'insiste, au sommet du G7 pour plaider pour un soutien militaire. D'ailleurs, les États-Unis et d'autres pays occidentaux ne cessent d'envoyer des armes, ne cessent d'équiper militairement l'Ukraine, ce qui augure effectivement d'une bataille qui s'annonce. Merci à vous, Mohamedou Oumfa. Je rappelle que vous êtes journaliste multimédia au service français de la Voix de l'Amérique. Vous étiez en direct de Washington, aux États-Unis. Vous êtes titulaire d'une licence en journalisme de l'École supérieure des sciences et technologies de l'information et de la communication de Yaoundé et d'un master en relations internationales de la Catholic University of America de Washington. Merci pour cette intervention depuis les États-Unis. Merci beaucoup, Gédéon, pour cette invitation. Merci aussi à votre invité pour cet échange courtois et très riche. Merci et à très bientôt. Et en studio, je recevais Père Anno-Éric Aguenounon. Il est philosophe politique, écrivain, essayiste, analyste politique et aussi spécialiste des relations internationales. Merci à vous d'être venu. Merci, monsieur Vegwa. Merci à tous ceux qui nous ont suivis d'un peu partout au Bénin dans le monde. Et on se dit à très bientôt. Géostratégie. Votre rendez-vous hebdomadaire pour tout comprendre sur la politique du monde. Nos spécialistes analysent l'actualité politique du moment et opinent sur les crises et conflits majeurs de notre époque. Géostratégie, c'est tous les vendredis à 15h10.
rediffusion samedi à 18h avec Gédéon Vegba.